Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique. Parlons Science est un projet mené par l'association Ebuliscience. Notre métier, notre objectif, est de faire découvrir et aimer les sciences auprès de tous les publics. Cet épisode a été enregistré en public le 12 octobre 2024 lors de l'événement Les Sciences au fil de l'eau, co-organisé par Ebuliscience et la ville de Lyon à l'occasion de la Fête de la Science. Lors d'une conférence, Blandine Desjean a reçu Camille Vambel, journaliste scientifique et autrice de bande dessinée. Ensemble, elles ont évoqué son métier, son parcours et sa passion pour la vulgarisation scientifique qu'elle transmet grâce au dessin. Elles ont aussi parlé de la figure de Charles Darwin, sujet du dernier livre de Camille, Dans les pantoufles de Darwin, sorti il y a quelques semaines. La BD est-elle un bon moyen de vulgariser la science ? Les scientifiques sont-ils tous des barbus très sérieux en blouse blanche ? Peut-on utiliser l'humour pour parler de science ? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à la première édition de la Fête de la Science à l'Hôtel de Ville de Lyon. Alors, la Fête de la Science, c'est tous les ans, depuis très longtemps, mais c'est la première fois qu'il y a cet événement dans cet hôtel de ville. Donc, on a la chance d'avoir pu ouvrir en plus sur la place des terreaux. Moi, je suis Blandine Desjean, je suis la directrice de l'association Ebuliscience et on co-organise avec la ville de Lyon cet événement. Et il y a, comme vous avez pu le constater, plein d'autres intervenants d'écoles comme l'INSA, l'ENS, H2O, etc. Et on a la chance donc aujourd'hui d'accueillir Camille. Bonjour. Qui se présentera beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Pour donc sa dernière bande dessinée et puis les autres aussi et toutes celles qui viendront ensuite. Donc Camille, je te laisse la parole. Donc je suis Camille Vambel, je suis journaliste scientifique et dessinatrice maintenant. Mais au départ, j'ai un parcours en sciences. J'ai fait de la biologie moléculaire. Et je me suis retrouvée maintenant à faire de la bande dessinée scientifique pour Sciences et Vie Junior d'abord, et maintenant aussi pas mal pour des laboratoires de recherche, pour des universités, et puis des albums, avec le dernier qui s'appelle Dans les pantoufles de Darwin, qui parle un peu des aspects méconnus de la vie de Darwin, du type il a vu des mecs souffler dans des pigeons, par exemple, ou il a des fans qui lui ont envoyé leur poil de corps, ou bien... un fan qui lui a demandé un dessin de ses pieds, tout ça plus ou moins en rapport avec son travail, toujours. Donc c'est vraiment des aspects qu'on connaît assez peu sur Darwin, qui sont rigolos, et régulièrement j'ai dû marquer dans la BD que c'était véridique. Il y a certains trucs, j'ai dû marquer oui, il a vraiment reçu les poils d'un gars, parce que sinon les gens le croyaient pas, quoi. Pourquoi quel est l'intérêt pour toi d'utiliser l'humour aussi pour parler de ce personnage très connu. Ouais. De toute façon, pour parler des sciences, il faut toujours utiliser l'humour. Enfin, je trouve, si on veut parler au grand public, on peut pas le faire sans utiliser l'humour. Parce qu'il faut attirer un petit peu, c'est un domaine où beaucoup de gens pensent que c'est inaccessible, pensent que c'est pas à leur niveau. Tous les gens qui n'ont pas fait d'études de sciences peuvent être un peu flippés par ça, de la même façon que je peux être flippée par la philo. Donc, il faut utiliser un petit peu l'humour pour attirer. Et de toute façon, moi, je sais pas parler sérieusement. Donc, ça m'est arrivé de devoir écrire pour des journaux un peu sérieux, et je le vis pas très bien. Dans tous les cas, je peux pas faire différemment. Et à la fois, le propos est très sérieux. Tu as travaillé avec Adrien Miqueux. Est-ce que tu peux le présenter, comme on n'a pas la chance de l'avoir aujourd'hui ? Oui, il est historien des sciences. Alors, il est en train de passer son doctorat. Enfin, il va passer sa thèse là bientôt. C'est quelqu'un qui est comme moi dessinateur, qui est physicien au départ et que j'ai rencontré en journalisme scientifique. Donc, on a le même parcours à part la spécialité de départ. Donc, c'est pas mal parce que ça fait un physicien et une biologiste. Ça permet des aspects, des approches un peu différentes de la vulgarisation. Et normalement, quand on lit la BD, le défi, c'est de réussir à savoir qu'est-ce qui a été dessiné par qui. Normalement, les gens n'arrivent pas trop à distinguer, mais ça peut être un peu un défi. Genre, en feuilletant la BD, est-ce qu'on se rend compte que c'est deux personnes différentes, en fait, qui ont dessiné ? Mais est-ce que vous-même, des fois, vous n'avez pas un doute ? Non, on n'a jamais. Non, on sait. Déjà, on peut compter le nombre de doigts des personnages. Et puis, non, on a des réflexes qui sont différents. Moi, je sais, je vois. On a des. Même si on commence à choper un petit peu l'un l'autre des tics aussi de dessin. Mais lui, par exemple, il a tendance à grossir Darwin. Et moi, j'ai tendance à le maigrir, sachant qu'il était plutôt mince quand même. Et on a des tics comme ça. Moi, mes positions de main sont un peu plus compliquées. Lui, il a des positions de main qui sont meilleures. Donc, nous, on sait tout de suite. Et c'est quoi l'intérêt de travailler à deux sur une BD ? D'avoir quelqu'un à saouler avec Darwin pendant un an. Et l'inverse est vrai, sûrement. Tout à fait. Oui, en fait, c'est bosser sur un sujet comme ça pendant un an. Là, déjà, l'intérêt, c'était de diviser le travail par deux parce qu'on a eu qu'un an pour le faire.
sachant qu'il faut lire les lettres. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est qu'on a travaillé à partir des lettres de Darwin, la correspondance qui est possédée par le Darwin Correspondence Project. Et ils ont 15 000 lettres en ligne qui sont en anglais, mais qui ont été réécrites parce qu'il écrit comme un porc. Et vraiment, non mais il le sait, hein. Darwin écrit très mal et ils les ont réécrites. Ils ont fait un système pour rechercher par mots-clés. Donc, par exemple, Darwin, quand il est stressé, il vomit. On a tout un chapitre sur les maladies de Darwin. On peut chercher vomi en anglais dans les lettres et retrouver toutes les occurrences, par exemple. Ou pigeon, ou n'importe. Et donc, là, comme ça, on a pu travailler à deux en faisant les recherches tous les deux, en compulsant les lettres. On a pu se raconter, « Hey, t'as vu celle où il se passe ça ? Est-ce que t'as vu, je sais plus ce qu'il y avait comme truc chelou. Est-ce que t'as vu celle où il reçoit une lettre de théorie complotiste par un lecteur à base de singes parlants, enfin un truc super bizarre qu'il a reçu. Est-ce que tu as vu celle où ? Et puis on échange comme ça, on peut se raconter ce qu'on a lu, on peut débattre de comment on le représente, et on peut se corriger. Genre là, je racontais tout à l'heure, mais lui, par exemple, typiquement, à un moment, il a dessiné un héros empaillé dans les mains d'un personnage, il n'a pas pensé à regarder sur Internet, et c'était infaisant, quoi. Donc, c'est un physicien. Donc, il y a des trucs qu'il faut corriger, et moi-même... sur les décors, je suis très mauvaise, donc il peut corriger les décors, donc on peut s'entre-corriger un peu comme ça. Et puis débattre des gags. Est-ce qu'il est compréhensible ? Est-ce que c'est trop perché ? Est-ce que ça va être censuré ? Vous les testez sur des gens, ces blagues ? Oui, bah alors beaucoup. En fait, quand les gens au cours de l'année, quand les gens nous demandaient où on en était, en soirée, on doit beaucoup expliquer ce qu'on fait de nos journées. Donc souvent on teste les gags comme ça, genre en racontant en soirée, ah bah tiens c'est quoi les news, ah bah les news c'est que, et puis on va raconter des trucs qu'on a vus. Il faisait des expériences sur ses enfants, bon bah là on est sur les expériences sur les enfants par exemple. Bah d'ailleurs j'ai croisé mon premier bébé il y a pas longtemps là, j'en ai vu un, et j'ai pu faire un peu les tests de Darwin, c'était drôle, genre je fais les mêmes tests que lui, genre avec un pompon et tout pour voir la distance de vision des bébés, c'était très drôle. Et il a un carnet d'observation où il observe ses bébés au jour le jour et il note 17 avril, le bébé a fait une bouche en fer à cheval et a froncé les yeux parce que le lait était trop froid, quoi. C'est vraiment ça, ses observations. Et il fait ça pour le travail. Donc voilà, bosser à deux, ça nous permet de se raconter les choses. Et puis oui, on les raconte aux gens comme ça et on voit les réactions. Il y a les éditrices, mais alors j'ai un peu compris que leur travail, c'était de dire que ce qu'on fait, c'est super. Du coup, je me méfie un peu. Mais on teste les anecdotes sur les gens et on voit les réactions, quoi. Si jamais ils rigolent. Oui, des amis qui sont honnêtes, quoi. Oui, ou même des gens qu'on connaît pas, des fois en soirée, des trucs. C'est le meilleur test de faire ça sur des gens qu'on connaît pas. C'est encore la meilleure chose à faire, de différentes générations, pour tester des gags. Et puis on était quand même relus par les éditrices. Et puis la correctrice nous a dit qu'elle s'était beaucoup marrée aussi. Donc ça c'est chouette d'avoir les retours après, des gens qui font la maquette, qui travaillent vraiment sur le livre, qui sont pas des gens avec une appétence pour la science et qui se sont poilés en le lisant. Ça c'est bien. Ben, j'imagine déjà pour ta première BD, tu as dû avoir des retours comme ça de gens qui n'avaient pas forcément une appétence pour les sciences, qui ont découvert des personnages. Ça c'est très très chouette. Ça je le vois beaucoup en dédicace quand je fais des festivals, c'est-à-dire que les gens y passent, ils sont là pour voir d'autres BD en fait. Et en passant devant les oubliés, je les vois ralentir. Je pense que c'est la couverture avec son système en cercle comme ça qui marche assez bien. Ils ralentissent et ce qui me fait très plaisir, c'est que j'ai souvent en dédicace quand même des gens qui ont été juste attirés par la couverture et qui s'intéressent pas du tout à la science. Et ça m'arrive de vider le stock comme ça avec que des gens, ou quand je fais une dédicace, je fais un dessin. Donc je dis quel oublié je vous dessine, et donc je leur demande leur science préférée, tout ça. Et souvent ils disent ah moi la science je m'en fous complètement et la BD ça me plaît pas non plus. Et ils l'achètent quand même et ça les intéresse. Et ça me plaît vraiment quand c'est des personnes comme ça qui ont pas une appétence au départ pour ça. Ça c'est cool. Tu parles de couverture, donc la couverture, des pantoufles de Darwin. On regarde Darwin par le trou de la serrure, en fait, finalement. Il est là aussi. Est-ce que l'idée de cette bande dessinée, c'est aussi de déconstruire des a priori qu'on a sur Darwin, parce qu'il a été beaucoup utilisé, à des fins d'ailleurs assez terribles, parfois dans l'histoire. Est-ce que c'est ça aussi l'idée ? Oui, complètement. Ce qu'on voulait aussi beaucoup déconstruire, c'est l'image du génie, parce qu'il y a toujours un peu cette idée qu'il y a des gens avec un esprit supérieur qui vont réussir à faire des choses comme ça. Et Darwin a vraiment cette image-là de génie à grosse barbe. Et là, donc ça a été déjà un débat sur la couverture. On l'a représenté avec, je vais montrer un peu Darwin, sans barbe. C'est-à-dire, la majorité de sa vie, il a été sans barbe. Donc on a choisi de le représenter comme ça. Et je vais montrer un peu des planches. Et ça a été un débat de comment on le représente. Et en fait, il s'est fait pousser la barbe parce qu'il avait, alors, je sais plus si c'était de l'urticaire ou il avait un truc, en fait, un problème dermato. C'était vraiment ça. C'était pour cacher, quoi. Oui, et ses potes se sont foutus de lui d'ailleurs. Quand la première fois qu'il a fait une sortie sociale avec sa barbe, tout le monde s'est foutu de lui. Les gens le reconnaissaient pas. Donc déjà, ça, c'était un choix.
Et donc, c'était un peu sortir de cette image du Mais génie. c'est intéressant parce que les gens, souvent, ont cette image du scientifique Voilà. avec une blouse blanche et une barbe et des lunettes. Voilà. En fait, lui, c'est vraiment par défaut, par obligation presque. Ouais. C'est par obligation. C'était donc des pantoufles et puis des favoris, normalement, ces trucs. Et on voulait déconstruire ça aussi en montrant que on connaît souvent son grand voyage qu'il a fait sur le Beagle quand il était jeune. Et ensuite, il est rentré de là-bas, super malade, et il pouvait plus sortir de chez lui. Donc on voulait déjà parler d'une période qui est moins connue, qui est toute celle où il élabore sa théorie pendant qu'il est bloqué chez lui, et montrer que c'est quelqu'un qui nous ressemble vachement. Et ça, c'est ce qui nous a beaucoup marqué avec les lettres, c'est que c'est vraiment comme de trouver le téléphone portable de quelqu'un et lire ses SMS. C'était assez intime, donc d'une certaine manière. Oui, alors intime, on n'a pas voulu mettre le mot intimité dans le titre parce qu'on avait peur que les gens pensent qu'il y avait des histoires de femmes derrière. Donc, pas dans l'intimité de Darwin, ça marchait pas. S'il y a bien un truc qu'on n'a pas trouvé, c'est ça. Après, sa femme, elle a quand même récupéré les lettres et elle a censuré des trucs, donc on ne sait pas. Ça, c'est des lettres qu'on a récupérées, mais il n'y a jamais trop question de ça. Ça, c'est pas trop le truc. Ces problèmes de santé, beaucoup. Il y a tout un sujet sur les pets de Darwin, vraiment. Genre, c'était un grand sujet d'échange avec ses potes, ouais. On dirait des petites vieilles qui échangent sur leur hanche en plastique, quoi. Vraiment, enfin, ils arrêtent pas de se parler de leurs problèmes de santé tout le temps, et alors que c'est des grands savants. C'est que des grands savants. Déconstruit. Ah oui, ça déconstruit à mort. Alors là, ça déconstruit par tous les côtés, hein. C'est vraiment genre, il y a des trucs qu'on s'est fait censurer quand même. Genre, et surtout sur le côté un peu santé. Et avec des grands savants. Enfin, c'est des grands botanistes, des grands paléontologues. Donc il échange sur ses paix avec des grands savants. Ouais, et il a fait une classification d'ailleurs. On a eu un gros problème sur la traduction des types de paix parce que Darwin a classifié ses paix. Et alors, on a les termes en anglais. Et c'était toute la question de comment est-ce qu'on traduit arche, par exemple, pour les paix, et comment est-ce qu'on le traduit ça en français. Donc, il y a eu un débat. On a eu aussi des petits problèmes de traduction avec la question de l'anglais un peu ancien. Par exemple, au moment Darwin, il a une grande période orchidée. Bon. Et il a posé une orchidée sur un radiateur et elle a crevé. Et donc, en anglais, il dit « like an ass ». J'ai déposé mon orchidée et elle a crevé. Ce qu'on traduirait aujourd'hui par « comme un cul ». Voilà. J'ai comme un cul, j'ai laissé mon orchidée. Et en fait, il faut savoir qu'en anglais ancien, ass, c'est un âne. Donc en fait, c'est comme un âne. Et donc on est passé à ça de la catastrophe parce on avait commencé par traduire ça comme ça. Et en fait, finalement, j'ai attention malheureux. Donc tout le travail de traduction. On a fait ça. Alors c'est fait à l'arrache. On n'est pas trop mauvais quand même en anglais, donc ça va. S'il y a des choses qu'on n'arrivait pas, on n'était pas sûr de nous, on l'a pas mis. Genre s'il y a vraiment des choses, on n'était pas certain, on l'a pas mis. Tout ce qui est entre guillemets dans la BD, c'est une traduction telle quelle. C'est vraiment extrait des lettres. Donc il y a des choses qui ont l'air vraiment zarbi et qui en fait sont directement extraites, qui sont la phrase de Darwin. Des fois, on a modernisé un tout petit peu les termes. Mais lui-même, il écrivait des fois, enfin, il écrit en abréviation, il met 3 points d'exclamation. Enfin, il écrit pas forcément d'une façon très classe, quoi. Donc on avait eu un petit peu ces soucis de traduction. Mais donc, normalement, ça déconstruit pas mal ce côté savant. Et puis, il y a plein de trucs qu'on peut se retrouver. Genre, ces problèmes de santé, il les utilise beaucoup comme excuse pour pas aller en soirée, par exemple. Genre, s'il est invité en soirée, c'est ouais, non, oh là là, c'est terrible, je suis vraiment très, très malade ce soir. Et très clairement, il préfère rester au coin du feu avec son chien, quoi. C'est des trucs comme ça. Il y a tout un truc où il raconte, il doit faire le portier pour son chien, qui rentre et qui sort. Ça, c'est des trucs qu'on connaît tous si on a un chat, quoi. Donc, ce grand génie a une vie d'une banalité incroyable. Oui, banal et pas banal, parce que en restant chez lui, il a fait tremper des escargots, des vers de terre, il a fait toutes sortes de choses à beaucoup de bestioles et à beaucoup de plantes. Mais c'est quelqu'un qui nous ressemble. C'est quelqu'un qui parle à ses plantes vertes, par exemple. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, le côté grand génie, c'est un gars qui parle à ses plantes vertes. C'est un mec qui déteste partir en vacances. Et quand il revient de vacances, le premier truc qu'il fait, c'est il prend son chien puis il fourre sa tête dedans comme ça pour lui faire des câlins. Et je trouve ça très très mignon et très normal en fait. Il a ses problèmes de santé. Il est mis au régime régulièrement, donc il se plaint de pas pouvoir manger des sucreries. Enfin, c'est des trucs vraiment super normaux, tout en étant un travail ses expériences sont bizarres. Et le courrier de fans, surtout, qu'il va recevoir après l'origine des espèces, il est vraiment bizarre. Genre. Mais tu dis, il y a des fans qui lui demandent des objets à lui, des morceaux. Ouais. Alors, il y avait une grande mode, ça, c'est Adrien qui sait mieux en parler, mais il y avait une grande mode de s'échanger de photographies, par exemple. Ça se collectionnait comme les images Panini, vraiment, c'était les trucs, tu t'échangeais des photographies de savants et des photographies dédicacées. Donc, on lui demandait régulièrement des photos dédicacées. Et puis, en fait, quand il sort l'origine des espèces, ça devient connu vite. C'est vendu dans les gares. Hein. C'est vraiment un truc. Succès immédiat. Voilà, de son vivant. Succès immédiat. C'est pas trop ce côté des fois qu'on imagine où en fait il a sorti son truc, tout le monde était contre lui. Enfin, oui, mais en fait, ça a été populaire assez rapidement. Il a été connu quand même vite. Et puis, il parle de sujets qui sont accessibles à tout le monde. Il parle des vers de terre. Il parle de l'élevage beaucoup, de l'élevage des pigeons.
de la culture de certaines plantes, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés. Et donc des fois, son courrier des lecteurs, ça ressemble un peu à des commentaires Facebook. Genre, c'est des gens vraiment. Ils ont tous, enfin, tout le monde a l'impression qu'il peut un peu donner son avis. Et donc, il y a des gens qui sont là. Oui, pourquoi vous avez pas parlé de tel truc? Je suis désolée. Vous dites qu'un homme ne peut pas avoir les cheveux clairs et une barbe noire, mais il se trouve que mon frère, nanana. Il y a beaucoup des trucs comme ça. Et puis, beaucoup de questions du style, ma poule couvre des chatons. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut être expliqué par l'évolution? Donc ça, c'est des lettres qu'il va recevoir. Donc le courrier de fan, c'est vraiment un truc qui est assez épique. On n'a pas tout mis. Hein. Il y en avait combien, des courriers? Oh là là, là, ils en ont 15 000. Le truc de Cambridge, c'est là. Énorme, ouais. C'est énorme. Le Darwin Correspondence Project, ils en avaient 9 000 quand on a commencé. Et ils en avaient 15 000 quand on a terminé. En fait, le projet s'est terminé pendant qu'on y était. C'est un projet qui date de 1974, je crois, qui a été commencé en 1974 à Cambridge. Et il y a plein de chercheurs qui se sont succédés pour faire ça. Il y en a qui sont morts depuis, d'ailleurs. Et notamment, quand il dit qu'il y a un lecteur qui lui envoie ses poils de corps, Cambridge a les poils. Ils ont les pièces jointes, c'est très important. Ouais. Ils ont les pièces jointes. Il a reçu des trucs, il a reçu des pattes de perdrix, il a reçu beaucoup d'animaux, des chiens, Il a participé au premier concours de chats, ça c'est marrant aussi. On voit démarrer, en arriver les premiers concours de chats que lui va utiliser à des fins de boulot. Mais c'est quoi les concours de chats? Les concours de beauté de chats. En fait, ça arrive à ce moment-là. Avant, les chats étaient plutôt pas trop des animaux de salon, c'est des animaux de ferme. Et puis, je sais plus comment s'appelle le mec. Il y a un gars j'ai une très mauvaise mémoire, Adrien sait. Il y a un gars qui va décider de populariser les chats, qui va créer les premiers concours de chats, et il va demander à Darwin de parrainer. Et Darwin va lui dire, je sais pas, j'ai un peu une réputation d'athéisme en ce moment, alors ça ferait des chats athées, et peut-être ça va vous causer des problèmes. Enfin, on va vous dire que vos chats sont anticléricaux, quoi. Donc, ça causait un peu des soucis. Et en fait, Darwin va l'utiliser pour le boulot. C'est-à-dire que on lui demande de décider d'un concours de chats. Et à ce moment-là, il est en train de se demander, est-ce que c'est vrai que tous les chats blancs aux yeux bleus mâles sont sourds? Parce qu'effectivement, il y a souvent une surdité chez les chats blancs aux yeux bleus. Et donc, comme il se posait la question, il a décidé de créer le concours du plus beau chat blanc aux yeux bleus avec une petite case mâle-femelle, une petite case sourd-pas sourd. Et comme ça, il récupère des données. Donc en fait, il perd jamais le nord, même s'il fait des concours de chats, il est en train de récupérer des données en fait. Donc pour l'instant, on a compris que Darwin portait des pantoufles, ouais. Il parlait beaucoup de ses paix vraiment beaucoup dans ses courriers. C'était terrible. Il participait à des concours de beauté pour chats. Ah mais là, je suis passée à la télé il y a pas longtemps. Ma mère m'a dit tu ne parles pas des pets de Darwin, donc j'ai pas parlé des pets de Darwin. Et ils ont choisi d'afficher à l'écran le tableau de ses pets. Donc moi je savais pas ce qui passait à l'écran. Donc j'étais en train de parler de Darwin. Et en fait, il y avait ces pets qui étaient derrière comme ça. Et j'ai vu l'émission après, j'étais oups, désolée. Désolé maman. Il parle à ses plantes, c'est ça. Il parle à ses plantes. Il s'excuse, mais pas bien en soirée. Il utilise ses problèmes de santé. Des vieilles excuses. En plus, il est invité en soirée par d'autres scientifiques que moi j'ai découvert des fois que les oubliés. Genre Charles Babbage qui a inventé la première machine à calculer. Ada Lovelace va travailler avec lui pour créer le premier programme informatique. Ce Babbage avait vraiment un sale caractère, mais bon. Il organisait des soirées, et je me suis retrouvée avec, moi je les connaissais par les oubliés, et puis j'ai vu une invitation à une soirée de Babbage pour Darwin, et puis Darwin qui cherche une vieille excuse pour pas y aller, quoi. C'est assez rigolo de voir les petits crossovers comme ça entre Il faisait aussi des soirées entre copains, quoi, scientifiques, copines. Lui, pas trop. Du coup, lui, non, parce que vraiment, quand il parle trop longtemps, il vomit, quoi, donc il peut pas. Non mais c'est vrai. C'est les nuls en fait. Mais oui, nous on a dit on voulait faire un sticker quand je suis stressée je vomis et on l'a pas fait parce que on avait d'autres stickers très bien. Je serai en dédicace après si jamais vous venez, j'ai des super stickers. Et elle ne vomit pas. Ouais, j'ai Make Pigeons Great Again et j'ai batterie sociale à plat parce qu'il avait un vrai problème de batterie sociale. Mais quand je suis stressée je vomis, ils nous l'ont pas laissé passer. Mais c'est un grand problème et en fait les médecins savaient pas ce qu'il avait et ne savent toujours pas ce qu'il a. Ça qui est génial. C'est qu'il y a toute une suite de symptômes. Il a aussi des crises d'angoisse, des frissons, des acouphènes, tout ça. Et on sait toujours pas ce qu'il avait. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent à un truc parasite, peut-être, un truc qu'il aurait chopé quand il a fait son voyage du Beagle. Et il y a des gens qui disent que peut-être c'est un peu psychologique quand même. Parce que ça arrive vraiment souvent quand il est invité en soirée. Donc hypocondriaque, quoi. Ouais, c'est pas clair. Bon, je pense qu'il était vraiment malade. Après, est-ce que c'était exagéré par le stress? C'est sûr. Enfin, augmenté par le stress, mais il était vraiment malade parce que ça lui a duré toute sa vie, ça s'est jamais arrêté, quoi. Donc. Et en fait, parce que je t'écoute là, totalement passionné. En fait, avec Adrien Miqueux, vous avez vécu 1 an avec Darwin, quoi. Exactement. Là, on est passé à la RTS et tout, et puis on a dit on a fait un trouble avec Darwin vraiment pendant 1 an, quoi. C'était un trouble. Ah, mais vraiment, genre on a vécu avec. Et en fait, ce qu'on voulait aussi montrer beaucoup avec la BD, c'est dans l'image du savant, c'est que souvent quand on pense aux scientifiques, la raison pour laquelle un scientifique a du succès.
on pense à l'influence qu'il aurait par son réseau professionnel, on pense à son intelligence, et on pense rarement au fait qu'il aurait des amis, par exemple. Souvent, les scientifiques ont cette image de gens très isolés, très isolés, qui sont pas très sociables. Et en fait, lui, il pouvait pas sociabiliser parce que le vomi, mais en fait, il adore écrire aux gens et il est très sympathique. Et en fait, moi, ce qui m'avait marqué, j'avais dû faire des recherches dessus pour Sciences et Vie Junior, c'est que il se fait des potes qui sont d'une loyauté incroyable et qui vont rester comme ça toute sa vie. Et ça, c'est pas si courant. Plus on prend de l'âge, plus on se rend compte que ça devient rare, en fait. Et d'avoir des potes qui te durent toute la vie comme ça et qui sont prêts à te défendre envers et contre tout, alors que certains ne croyaient même pas complètement à sa théorie. Voilà. Donc on voulait faire ressortir ça, le côté amitié. Et est-ce que je me trompe ou, comme il avait ce problème-là de vomi, comme tu dis, il avait une correspondance, c'était vraiment de l'épistolaire, comme nous, on utiliserait les réseaux sociaux. C'est ça, non, mais c'est vraiment les SMS. Des fois, il y a plusieurs lettres, il y a un pote, il lui envoie plusieurs lettres par jour, quoi. 2 lettres par jour et tout. Oui, et c'est pratique parce qu'on a des traces. Finalement, s'il avait pu sortir, on n'aurait pas eu toutes ces traces-là. Mais et donc vraiment, il se fait des potes très proches. Et je m'étais posé la question une première fois quand j'avais fait des recherches sur lui, comment ça se fait ? J'ai pas remarqué ça, notamment chez mes scientifiques oubliés. Il n'y a pas tant de scientifiques qui ont cette réputation-là. Et je me suis dit, mais comment il se fait des bros pareils ? Et après 1 an à avoir lu ces lettres, on comprend vraiment pourquoi. Genre vraiment, tu peux pas ne pas le trouver extrêmement sympathique. Quand on lit ça pendant 1 an, au jour le jour, il est drôle, il est sympa, il a beaucoup de recul sur lui-même. Politiquement, il est très lâche, par contre, mais il s'en rend compte. Non, mais c'est important qu'il ait des défauts quand même. Mais il se rend compte de ses défauts. Donc c'est vraiment très chouette. Il a extrêmement conscience que le fait qu'il soit pété de thunes, ça a vraiment aidé à sa théorie. Donc il n'est pas en train de se raconter qu'il est un génie qui a réussi tout seul, par exemple. Il sait très bien que le fait qu'il ait jamais eu à gagner d'argent de sa vie, ça lui a laissé tout son temps pour faire ses recherches. Faut imaginer aujourd'hui, si on prend un chercheur, on lui donne des fonds illimités, pas de patron, pas de collègues, tu recherches sur ce que tu veux. Est-ce qu'on ferait pas des super... Bon, ça a pris du temps, le gars, il a sorti son grand bouquin à 50 ans. Mais est-ce qu'à 50 ans, tu sortirais pas un truc de fifou, quoi ? Si on donnait ça comme moyen à toute la recherche française, forcément, ça aurait une autre tête, quoi. Donc c'est un truc qui est intéressant de s'en rendre compte quand on lit sur Darwin et dont il a complètement conscience. J'imagine que les personnes qui sont là auront plein de questions à te poser sur Darwin. Et moi, j'aimerais bien quand même qu'on parle, puisqu'on est sur les origines, qu'on parle de toi aussi, puisque nous, ce qui nous intéresse... L'origin story. Voilà. Puisque à Ébullition, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment la bande dessinée peut servir, au sens vraiment noble du terme, la vulgarisation scientifique. Comment, toi, en tant que scientifique et journaliste, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais passer par la BD pour faire de la vulgarisation ? Je me suis rien dit du tout. C'est ça qui est chouette. On est venu me chercher. En fait, moi, j'ai fait biologie. Ensuite, j'ai fait du journalisme scientifique à l'École supérieure de journalisme de Lille, qui est très chouette parce que ça permet, quand tu as fait un parcours en sciences, de récupérer un parcours littéraire. Donc ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas d'un côté la science et de l'autre côté de littéraire, et que tout n'est pas fichu selon le choix qu'on fait au collège et au lycée. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un stage chez Sciences et Vie Junior, et ensuite j'ai écrit pour eux, parce que c'est une écriture qui est très marrante et j'adore ce journal. Et c'est eux qui m'ont proposé, ils ont appris que je dessinais, ils ont dit, mais est-ce que tu ferais pas une chronique BD ? On voudrait faire quelque chose sur les scientifiques oubliés, 1 mois un homme, 1 mois une femme. Donc c'était une commande, en fait. Ils m'ont proposé. Moi, j'avais juste, jusque-là, je dessinais mes profs en cours, ça s'arrêtait là. Mais tu t'as toujours dessiné, donc. Oui, comme tous les dessinateurs, en fait. Tout le monde dessine petit, et ensuite, il y a ceux qui s'arrêtent, il y a ceux qui s'arrêtent pas. Donc, pareil pour mon co-auteur, d'ailleurs, il a fait le même parcours à peu près. Et donc, ils m'ont proposé de dessiner pour eux. Et j'ai dit oui. Ils m'ont dit, est-ce que tu sais faire une page de BD ? C'était pas le cas, mais j'ai répondu oui, tout à fait. Parce qu'il n'allait rien se passer si je ratais. Je savais qu'ils avaient d'autres personnes en vue en cas de problème. Ils me demandaient très à l'avance. Donc, au pire, tu rates, qu'est-ce qui se passe ? Genre, t'es pas chirurgien de la main, personne va mourir, quoi. Donc, je me suis dit, on peut tenter. Donc, j'ai menti complètement. Et j'ai fait un prototype. Et en fait, ça a marché. Ça a marché et ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant, dessiner pour eux. Ensuite, ça a été rassemblé en album, donc Les Oubliés de la Science, qui est sorti il y a 3 ans maintenant. 3 ans. Et ça a bien marché. Et depuis maintenant, il y a pas mal de labos qui me demandent. Donc là, j'ai travaillé pour l'Instagram de Sciences et Vie Junior aussi. Et c'est là où on voit à quel point le dessin est pratique pour mettre certains fun facts, puis pour schématiser, en fait. C'est vraiment très, très pratique. Donc j'ai travaillé pour leur Instagram et maintenant pas mal pour les labos. Si j'ai mes trucs, ils sont là. En ce moment, je bosse beaucoup pour la Fondation pour la recherche médicale. Ils m'enferment avec un chercheur pendant 1 heure
Et ensuite, je ressors avec une BD. Si tu ressors vivante, tu ressors avec une BD. Exactement. C'est ça. Il y a pas longtemps, j'ai bossé pour d'autres éditeurs aussi. Et alors, ils m'ont enfermé avec un auteur, mais ils sont mis dans la pièce. Donc, ils nous regardaient comme ça et ils attendaient qu'il se passe quelque chose. C'était très drôle. Et donc, je bosse beaucoup avec les chercheurs. Ce qui est assez pratique parce que ça me permet de ravoir un contact directement avec la recherche, avec les gens qui ont les mains dans le cambouis. C'est important. Et c'est très rigolo parce qu'il faut traduire le langage chercheur. Je me rends compte que mon expérience, moi, en sciences, ça me permet de savoir ce qui est important pour eux aussi. Parce que c'est pas juste de dessiner des trucs rigolos, il faut que ce soit juste. Parce que sinon, dessiner des trucs marrants, beaucoup de gens peuvent le faire. Il faut que ce soit juste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est que le chercheur reconnaisse sa recherche, mais pouvoir faire des blagues bizarres. Donc, c'est un équilibre qui est compliqué. Là, par exemple, j'avais fait donc la femme enceinte au secours des Grands Brûlés, c'est une histoire de greffe de peau, c'est assez marrant. Ils utilisent une caractéristique des cellules de placenta pour faire des greffes de peau tolérables par tout le monde. Bref, très rigolo comme truc. Et donc, ils modifient des cellules. Et là, c'est intéressant. Ils utilisent des femmes enceintes. Déjà, non, ils n'utilisent pas des femmes enceintes. Ils n'utilisent pas des femmes enceintes. Mais c'est le truc du placenta. Alors eux, ils voulaient titrer ça, je sais plus, la tolérance immunitaire dans le cadre de la greffe de trucs mûches. Bon, moi, j'ai préféré la femme enceinte au secours des Grands Brûlés parce que c'est pour les greffes de peau pour les brûler. Et donc, on a dans ce truc-là, on va avoir une cellule étrangère, donc de greffe, qui va réussir à rester dans votre corps sans se faire rejeter. Et donc la question, c'est qu'elle va porter un truc sur elle, un récepteur, un machin. Elle porte un truc sur elle qui lui permet de faire ça. Et donc, quand je parle au chercheur, comme je suis en recherche, comme j'ai fait de la recherche, je sais quelles questions lui poser, par exemple. Quand on dit que cette cellule arrive à échapper au système immunitaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'elle se sauve plus vite ? Est-ce que ça veut dire qu'elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, donc une cellule à nous ? Est-ce que ça veut dire qu'elle les endort ? Est-ce que ça veut dire qu'elle se rend invisible ? En fait, comment ça se traduit ? Et je sais poser ces questions-là, je sais ce que ça veut dire en termes immunitaires. Eux vont me répondre, alors dans ce cas-là, en fait, elle va calmer les cellules immunitaires et ensuite on va discuter de comment on le représente. Donc moi, je voulais mettre quelqu'un qui donne un bakchich à un flic et c'est pas passé. Donc j'ai demandé si je pouvais faire quelque chose comme il joue de la flûte et ça endort, par exemple. Et la flûte représente ce truc qui est porté par la cellule, qui en fait est une molécule. Et donc la molécule est représentée par un flutio et on va avoir une cellule qui joue du flutio et ça endort les cellules immunitaires. Et là, le chercheur, il est heureux, je suis heureuse, le lecteur est heureux. Tout le monde est content parce que c'est juste, c'est facilement compréhensible et c'est parfaitement juste. Et en fait, on est en train d'expliquer un truc qui est assez complexe quand même. C'est absolument passionnant. Merci. J'aime beaucoup mon travail. C'est vraiment très chouette. Ça donne envie. Nous, à Eblisciences, on fait attention à une chose, on encourage les enfants à pratiquer des sciences. Et donc, on leur dit, on va vous mettre en situation d'être des chercheurs et des chercheuses. On fait attention à ce féminin. Tu as une BD qui s'appelle Les oubliés de la science. Et moi, j'aimerais bien que tu nous parles des oubliés EES. Et peut-être même, en as-tu toi-même découvert des oubliés en faisant ce travail? Ah bah oui, c'est le concept. C'est que j'arrête pas d'en découvrir, j'arrête pas d'en déterrer. Alors le sexisme, vraiment meilleur fournisseur d'oubliés ever, parce que là dans la BD il y a aussi des hommes, mais ils ont des raisons qui sont assez différentes. Alors que pour les femmes c'est toujours la même. C'est parce que ce sont des femmes. Voilà, c'est toujours ça. Genre très forte. Voilà. Si jamais il y a autre chose, elles arrivent même pas jusqu'au stade de la découverte. On m'a déjà demandé pourquoi il y avait pas plus de femmes pauvres par exemple dans ma BD. Je dis mais en fait c'est parce que il y avait tellement d'obstacles déjà au fait d'être une femme en sciences. Si c'était une femme pauvre, tu rentrais pas dans l'université. Donc c'est de toute façon, je peux pas. Pour qu'elles soient oubliées, moi dans mon cas, mes critères, c'est il faut qu'elles aient fait une découverte suffisamment importante et qu'elles aient été oubliées ou bien pendant assez longtemps et redécouvertes récemment, ou bien elles ont été un peu connues juste après et elles sont oubliées aujourd'hui. Mais dans tous les cas, comme Ada Lovelace. Exactement. Tout à l'heure. Ada Lovelace, qui est un peu une personne connue pour être oubliée, mais j'ai essayé de pas en faire trop. Il y a Rosalind Franklin pour la structure de l'ADN, mais moi je voulais faire vraiment des oubliés que même ceux qui connaissent le sujet ne connaissent pas. Alors vas-y. Genre Esther Lederberg, par exemple, normalement, les gens ils la connaissent pas. Nettie Stevens, le chromosome Y, elle est assez peu connue. Elle c'est chouette parce qu'en plus c'est de la reconversion. Elle a été bibliothécaire quelque temps. Enfin, dans les CDI, en fait, dans un établissement. Et après, elle est devenue chercheuse. Elle a découvert le chromosome Y chez les vers de farine. Enfin, le concept du chromosome mâle chez les vers de farine. Et elle s'est fait oublier. Voilà. Donc, il y en a pas mal. Beaucoup de femmes en astrophysique. Ça a été ma surprise. Je pensais avoir plus de femmes en bio. Et en fait, pas du tout. Genre, l'astrophysique, il y a une raison qui fait que il y a beaucoup de femmes dedans, qui est qu'en fait, ils se sont mis à embaucher des femmes à une période pour classifier des étoiles parce qu'ils se sont dit on veut beaucoup. Non mais pour se dire, c'est un travail facile, c'est un peu comme du secrétariat et c'est assez pour leur petit cerveau. Et en plus, comme ça, on les paye pas cher. Et ça, la question de l'argent, c'est toujours hyper important en recherche.
Et il faut toujours le prendre en compte. Et là, on veut payer des gens pas chers. Donc, ils ont embauché des badges de femmes, comme ça, pour faire des classifications d'étoiles. Et certaines ont réussi à transformer l'essai et à faire une thèse ensuite et sont rentrées, en fait, dans le milieu universitaire comme ça. Et j'en ai plusieurs qui sont rentrées comme ça et qui ont habitué à avoir des femmes dans le milieu. Donc, elles rentrent soit parce qu'elles ont suffisamment d'argent pour pouvoir faire ces études, soit parce qu'on les fait rentrer pour une autre raison. De toute façon, l'argent suffit pas. Faut toujours que les hommes acceptent de leur ouvrir la porte. Donc, en fait, il y a des périodes, t'es riche, t'es pas riche, tu rentres pas dans une université si les femmes ne sont pas autorisées. Tu peux avoir un précepteur chez toi, éventuellement. Donc, de toute façon, il faut que les hommes acceptent que les femmes aient le droit de rentrer. Donc, la question, c'est qui tient la porte à chaque fois. C'est pas elles toutes seules. C'est pas elles, mais c'est pas elles toutes seules qui peuvent décider de rentrer si les femmes ne sont pas autorisées. Donc, on voit en fonction des périodes. Il y a une période avant où il y a des universités réservées aux femmes. C'est déjà bien, mais elles sont moins bien que chez les hommes, bien sûr. Et ensuite, on les autorise éventuellement à rentrer dans les universités, mais parfois, elles peuvent pas avoir le diplôme. Genre, Cecilia Payne, c'est la composition des étoiles. Elle a fait ses études à Cambridge dans les années 20. Et en fait, les femmes n'avaient pas le droit de recevoir un diplôme. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait terminer ses études, mais on ne pouvait pas avoir de diplôme. C'est pratique. C'est très pratique. Et les élèves masculins avaient manifesté une année, il y avait été question en 1921 de laisser les femmes avoir le diplôme. Et ils avaient manifesté en disant parce que ça va trop loin. Elles avaient déjà tous les droits et ce féminisme allait beaucoup trop loin. Et donc ils ont manifesté contre. Donc on voit que même quand on peut faire les études, après on est éventuellement bloqué par le manque de diplôme. Et ensuite quand on peut être diplômé, souvent elles sont pas payées. Moi dans les années 30-40, j'en ai plusieurs quand même, notamment en Allemagne et puis ailleurs, qui ne sont pas payées. Donc tu peux faire de la recherche, t'as le droit, mais t'es pas payé. Donc là aussi tu sélectionnes les riches clairement, ou celles qui ont un mari dans le labo éventuellement. Il y en a qui arrivent à être payés au bout de plusieurs années. Et un petit mot sur les voleurs aussi de la science. Ces hommes qui piquent des trucs. Qui spolient. Ouais, alors ça, ils piquent bien aux autres hommes aussi, hein, mais c'est toujours des questions de hiérarchie. C'est-à-dire que quand on pique, en général, on pique à un inférieur hiérarchique. Donc on a le cas hyper classique du chef de labo qui pique à son étudiant, très classique. Ça continue, je crois. Des fois j'ai des journalistes qui me demandent genre ça arrive encore. Vous êtes trop mignons. Et pour les femmes, elles sont à peu près systématiquement hiérarchiquement en dessous. Donc effectivement, elles se font aussi énormément piquer leur truc. Il y a quelques histoires, je vais pas spoiler, mais il y a quelques histoires dedans de vols assez caractérisés où vraiment le mec a pris le résultat et s'est barré avec. Enfin, il a pris la lame du truc et il est parti. Hein. C'est vraiment des vols qui sont assez reconnus. C'est pas il n'y a pas des grands débats. Et il y a certains cas où on n'est pas sûr, notamment pour l'effet de serre. Où en fait, il y a une meuf qui a découvert ça, un autre gars qui a découvert ça 3 ans après. Et le grand débat, c'est est-ce qu'il a piqué ou pas ? Et dans ces cas-là, j'ai expliqué les arguments pour et contre dans la BD en présentant les historiens qui ont des avis. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les historiens qui tiennent pour l'un ou l'autre camp ont toujours des raisons de le faire. C'est que c'est assez marrant de voir pourquoi est-ce qu'il y en a un qui dit qu'elle se l'est fait piquer, pourquoi il y en a un autre qui dit qu'elle se l'est pas fait piquer. Souvent, il y a des raisons. Souvent de nationalité. Ils vont tenir pour la personne qui est de leur nationalité ou des raisons de parcours de vie. Genre quelqu'un qui n'a jamais été chef va plus facilement tenir pour le petit étudiant qui s'est fait piquer. Que les grands chefs vont plutôt tenir pour le chef de labo qui a piqué le truc. Donc, on observe un petit peu ce genre de choses avec les vols. Il est 14h40. C'est absolument passionnant et j'espère que vous avez des questions parce que moi je peux continuer encore, mais je peux continuer comme ça toute la journée, il y a aucun problème. Donc maintenant que vous avez compris que Darwin n'était pas le personnage qu'on nous a présenté pendant très longtemps ou qu'on peut imaginer, je pense que Camille a parlé de pantoufles, de tout un tas de choses intéressantes. Notre éditeur, il a édité des pantoufles d'ailleurs. Il nous a offert des pantoufles Darwin, elles sont très cool. Vous pouvez en acheter peut-être sur internet. Yes, il y a un concours en ce moment sur le compte Instagram. Les goodies Darwin. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question et je propose de me déplacer avec le micro. Bonjour, juste une question sur les 15 000 lettres. À quel moment on se dit comment on trie et comment on ne veut pas tout dire et est-ce que c'est ta formation journaliste du coup, désolée si je t'ai tutoyé, la formation journaliste qui aide aussi à faire le tri dans toute cette mine d'infos? Alors, pour le coup, la formation journaliste, elle me sert davantage à faire le tri entre les fake news en sciences et les vraies news. Et c'est très, très, très utile parce qu'on nous apprend pas assez ça quand on fait de la recherche. C'est-à-dire qu'on connaît son propre domaine, mais on n'est pas habitué à chercher ça pour les autres domaines. Et on se fait des fois facilement avoir par des fausses infos scientifiques dans d'autres domaines. Mais pour le coup, dans les 15 000 lettres, clairement, on a fait une recherche
plutôt avec l'angle de l'humour. Donc ça a été, on est tombé sur des lettres au pifomètre. Ensuite, on a trouvé des trucs marrants. Et ensuite, on a fait des recherches avec des mots-clés rigolos. Ça s'est vraiment passé comme ça. On a fait un tableau après, parce qu'on aime bien les tableaux Excel. C'est un super tableau Excel où on a mis les lettres les plus marrantes qu'on avait trouvées. Donc celles qui parlent des chats, celles qui parlent des paix, celles qui parlent des pigeons, tout ça. Et ensuite, on a regardé les thèmes qui ressortaient. Par exemple, chat, c'est arrivé que 2 fois. Donc on n'en a pas fait une partie. Plantes carnivores, ça, on en a eu pas mal. Donc on en a fait une partie. Donc on a fonctionné comme ça, en regardant ce qui ressortait avec les trucs rigolos. Il y a toute une partie où Darwin, il adore le gossip, en fait. Il aime bien bitcher sur des gens, des fois. Et on n'avait pas suffisamment pour faire une partie. Donc, à la fin, on a fait une espèce de partie genre divers, où on a mis quelques trucs qu'on n'avait pas pu mettre ailleurs. Donc on a fonctionné comme ça, vraiment par trucs humoristiques, où c'est des choses qu'on connaissait pas, et qui venaient vraiment... des choses qui revenaient vraiment régulièrement, qui n'étaient pas anecdotiques, qui représentaient bien Darwin. On en a lu bien sûr beaucoup plus que ce qui est utilisé dans la BD. Mais ça s'est fait comme ça. Bien sûr, on était 2. Donc ça s'est fait au mot-clé rigolo, vraiment. Pour le coup, on n'a pas trop à se poser la question de la véracité des sources, puisque c'est les lettres directement. Donc il y a assez peu de recherche journalistique. Un peu historique. Je sais qu'Adrien, à un moment, il a tendance, en tant qu'historien des sciences, à se laisser emporter. Donc il est parti dans tout un truc sur le fonctionnement de la poste du 19e siècle, pardon. Et sur comment elle fonctionnait, et combien de relevés de courrier y avait-il chez Darwin, machin. Et après, il est parti sur le fonctionnement de la poste de l'époque, et celle du pays, et comment... Bon, il a fallu l'arrêter. Mais là, c'était plus la formation d'historien, pour le coup. Bonjour. Bonjour. J'ai lu Les Oubliés de la science. Oh, et super. dedans, il y a écrit plein de fois, oui, il y a aussi cet oublié-là, mais c'est pour le tome 2. Ouais. Du coup, quand est-ce qu'il y aura le tome 2 ? Je dis pas que je suis en train de négocier, mais peut-être que je suis en train de négocier pour le tome 2. C'est-à-dire que j'ai fait ça clairement. En fait, je pensais pas du tout qu'il y aurait des tomes 2. C'était une blague. Moi, je viens du milieu scientifique. Je pensais pas que j'allais faire une BD un jour, clairement. Je m'attendais pas à devenir dessinatrice. C'était une grande surprise, quoi. Donc, c'était une blague, plus ou moins, pour aussi faire considérer la question à mes éditeurs. Et puis parce que je savais très bien que j'avais de quoi faire plus. Mais maintenant, c'est plus ou moins en train de devenir réalité, ouais. Faut s'attendre à quelque chose. Faut se connecter à mon Instagram et attendre qu'il se passe un truc, parce que et en plus, je suis devenue meilleure. En recherche pour les oubliés, là, ma formation journaliste, elle est très, très utile. Et là, je suis devenue meilleure au fur et à mesure. Donc, clairement, mes oubliés récentes, je trouve que les anecdotes sont mieux, les recherches sont plus complètes, c'est plus sympa que mes premières. J'ai un super truc avec une meuf qui balançait des bouquins à la tête de son chef. C'est assez cool. J'ai hâte de la faire, celle-là. Bonjour. Qu'est-ce qu'on censure et pourquoi censurer ? Alors, dans mon cas, pour la censure, je suis très peu censurée par Sciences et Vie Junior. Ça s'adresse à des ados, donc ils censurent certains trucs. Le truc auquel je fais finalement plus attention, c'est davantage la question des références culturelles. Par exemple, je sais que faire une blague sur Terminator, c'est pas compréhensible. Donc ça, c'est des trucs. J'ai plus à me censurer sur ce sujet-là, plutôt. J'évite les gros mots aussi pour les ados. Mais par contre, pour les adultes, c'est open bar. Pour la Fondation pour la recherche médicale, ils me laissent vraiment une grande liberté. Pour le truc sur les femmes enceintes, j'ai eu le droit d'écrire l'expression peau du cul. Là, j'ai un truc qui vient de sortir sur les diagnostics de cystite en faisant pipi sur de l'or. C'est assez génial. Et ils m'ont laissé ma blague sur les strings. Donc, je suis très contente de la liberté qu'ils me laissent. Parce qu'ils se rendent bien compte que ça fonctionne. En fait, ils le testent dans leurs étages. En fait, ils voient les gens se marrer. Ils se rendent compte que ça donne envie de le lire et que ça reste toujours juste. Donc, ça pose pas trop de problèmes. Les quelques censures qu'on a eues pour Darwin, le seul truc qu'on a eu, c'est qu'à un moment, il reçoit une tête de faon coupée. Et les éditrices nous ont demandé de pas dessiner la tête de faon. Par contre, les lettres sur ses furoncles, elles sont restées. Donc ça, j'avoue que je comprends pas quel était leur critère exactement. Là où je me censure moi, par contre, c'est, par exemple, pour la Fondation pour la recherche, j'ai fait une BD sur la recherche sur les maltraitances infantiles, sur les conséquences des maltraitances infantiles à l'âge adulte. Et là, je me suis censurée parce que j'ai pas l'habitude de traiter des sujets très dramatiques comme ça, et je sais qu'il faut faire très attention aux représentations. Donc, par exemple, la question, c'est comment tu dessines. Quand tu mets le mot maltraitance infantile, t'as envie de mettre un genre de pictogramme avec. Qu'est-ce que tu mets ? Est-ce que tu mets un point vers un visage ? Sauf qu'en fait, les maltraitances infantiles, c'est bien au-delà des violences physiques. Il y a aussi les violences psychologiques. Donc, si tu mets des violences physiques, t'oublies les violences psychologiques. Il y a les violences sexuelles. Dans ces cas-là, je vais pas les représenter. Donc là, ça m'a posé énormément de problèmes et j'ai dû faire beaucoup de tours et de détours parce que je voulais pas donner une fausse image. Je voulais pas blesser des gens et je voulais pas gêner tout ce qui est la prévention autour de cette question-là. Donc, dans celui-là, volontairement, les premières cases sont quasiment uniquement à l'écrit. Il y a très peu de dessins au début. Après, quand on parle de l'expérimentation, on fait des expérimentations sur des rats dépressifs.
C'était des rats ou des souris, je sais plus, mais un modèle souris, quoi, je crois, dépressif. Là, oui, là, j'ai expliqué comment est-ce qu'on considère qu'une souris ou un rat est dépressif. Il y a des tests pour ça. Et là, je pouvais le dessiner, il n'y avait pas de problème. Mais vraiment, quand on démarrait le sujet, qu'on parlait vraiment des maltraitances sur enfants, j'ai été tellement prudente avec mes représentations que j'ai choisi de mettre plutôt du texte. Donc ça, c'est des trucs où je vais beaucoup, moi, me censurer quand c'est des questions comme ça, mais pas par peur des réactions. Vraiment, pour pas induire en erreur. De la même façon que quand il y a une campagne sur, par exemple, les compagnes battues, les femmes battues, on met toujours une femme un petit peu plus âgée avec un bleu sur l'œil et elle est mariée. Alors qu'en fait, ça concerne aussi bien une jeune fille de 19 ans avec son copain, quoi. Moi, j'ai déjà dû écrire des articles là-dessus. Je sais que ça prend d'autres formes et qu'en fait, si tu représentes toujours de la même façon, t'es en train d'induire en erreur et que potentiellement, la petite ado qui a son copain qui la pince sous la table pour lui faire mal, elle va pas se reconnaître dans la femme mariée avec un bleu sur l'œil. Donc, c'est des sujets comme ça où je fais attention. Avec tout ça, comment tu fais pour gérer ta vie en dehors de la BD ? Haha, quelle vie. Avec tous tes engagements. Oui, voilà, c'est ça. Très joli t-shirt par ailleurs, bravo. Oui, alors la vie en dehors de la BD, il n'y en a pas, hein, clairement. Là, en ce moment, non. Alors, je me plains pas parce que c'est dur de trouver du travail comme dessinateur. Je m'en suis rendu compte après. Dessinateur ou dessinatrice. Là, j'ai pas mal de demandes, donc c'est cool. Et je veux maintenir comme ça. Et l'ennui, c'est que c'est beaucoup des one-shots. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'employeurs réguliers, en fait. Quand je bosse pour des labos, souvent, je bosse pour un labo de recherche, une université. Là, j'ai bossé pour le CNRS Alsace, une fois. Bah, le temps qu'ils le refassent, il va falloir que j'ai d'autres employeurs. Donc, en fait, je peux pas trop commencer à me reposer sur mes lauriers parce que j'ai pas grand-chose de régulier. Donc, il faut tout le temps avoir des nouveaux trucs. Donc, je peux pas refuser grand-chose. Donc, pour l'instant, notamment là, avec la promo de Darwin, je n'ai pas de vie privée. Ma vie privée, en plus, mon co-auteur, c'est mon compagnon. Donc, en fait, ma vie, c'était Darwin pendant 1 an, quoi. Donc, pour l'instant, non. Équilibre zéro, rien que dalle. Pour l'instant, ça va parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Ça me fait rire. Je m'amuse beaucoup. Et puis, des fois, le métier de dessinateur ou le métier de journaliste, c'est très solitaire, notamment en sciences, parce que t'es chez toi. Et en fait, c'est beaucoup en passant des appels. On s'imagine que les gens sont dans des rédactions avec du monde, mais c'est pas vrai. En fait, les gens, c'est des pigistes. Ils sont chez eux et ils passent des coups de fil. Beaucoup. T'es pas souvent envoyé sur le terrain parce que les rédactions n'ont pas envie, en fait, de trop payer non plus. C'est pas comme avant. Ils vont pas t'envoyer en hélicoptère quelque part, quoi. Donc, c'est très solitaire. Et là, maintenant, ce métier-là, ça me permet de voir du monde. Ça, c'est très cool. Ça remplace aussi une vie sociale un peu plus normale. Mais bon, pour l'instant, ça me va. Je pourrais pas faire ça toute ma vie, mais c'est chouette. Je fais aussi beaucoup d'interventions scolaires maintenant sur les femmes scientifiques. C'est un truc que j'aime bien faire. Et j'ai beaucoup de demandes de la part des profs qui ont pour consigne de parler des femmes en sciences, mais qui n'ont pas beaucoup de ressources en français. Et je suis bien placée pour savoir qu'il n'y a pas grand-chose en français. Même sur les oubliées françaises, d'ailleurs. On n'est vraiment pas très bon. Donc maintenant, je fais beaucoup ça. Et c'est très, très cool. Mais c'est clair que ça prend du temps. Merde. Bah justement, moi j'avais juste une dernière question pour les anecdotes parce que c'est écrit mes potes, mes pigeons, mes emmerdes. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les pigeons? Beaucoup de choses. Non, alors c'est pas lui qui soufflait dans les pigeons. Il a vu des gens souffler dedans, mais c'est pas lui. Mais vraiment, hein. Non, mais pour de vrai. Et en fait, c'est parce que quand il étudie l'évolution, il utilise le modèle de la sélection artificielle. C'est-à-dire qu'il dit, nous on sélectionne des animaux, on sélectionne des caractéristiques en fait en les croisant. Et en fait, il va utiliser ça pour expliquer l'évolution. C'est-à-dire qu'on a la sélection naturelle qui va sélectionner des caractères, mais on a l'humain qui va sélectionner lui-même. Et donc, ça fait un modèle de sélection des caractères. Et le pigeon est un bon modèle pour ça, parce que y a des colombophiles à l'époque, donc c'est juste des amateurs de pigeons. Ça s'élève facilement, ça s'élève vite. Et à l'époque, il y a la mode de ce qu'ils appellent les fancy breeds, donc en fait, les races cheloues de pigeons qui ont des caractéristiques un peu extrêmes. Et on les a dessinés dans la BD, et c'est un des trucs... Vous pensez que c'est du cartoon? Cherchez les photos sur Internet. Ça ressemble vraiment à ça. Genre vraiment des trucs qui n'ont aucun sens. Vous tapez Fancy Pigeon Breed sur Google et vous regardez la page Wikipédia. C'est incroyable. Genre vraiment des trucs, mais ça ressemble plus à rien. Genre on a fait n'importe quoi. Si vous trouvez qu'un carlin déjà pour les chiens, ça a une tête bizarre, vous imaginez même pas les pigeons de cette époque-là, quoi. Il y a des trucs qu'on n'a plus le droit de faire. C'est interdit. Genre il y a des races de pigeons qui s'appellent des tumblers. C'est des pigeons qui roulent. Non mais qui roule, genre ça vole, ça n'arrive pas à voler. Quand ça vole, ça fait des tours. Et en fait, ils ont sélectionné des pigeons qui ont tendance à faire des tours tellement forts qu'ils ont des pigeons qui roulent en fait. Qui tournent sur eux-mêmes. Qui tournent sur eux-mêmes et qui peuvent pas voler. Et maintenant, c'est interdit, c'est considéré comme une maltraitance, mais c'est sélectionnable comme caractéristique. Ça veut dire qu'il y a un truc génétique de le pigeon qui tourne. Ça, c'est vraiment un truc. Donc, ils les utilisent pour ça, c'est facile à élever. Et en fait, on a fait un graphique de
un graphique de sa passion pour les pigeons, parce qu'en fait, ce qui est génial avec ce système de lettres, c'est qu'ils ont des systèmes d'occurrence qui font qu'on peut voir à quel point un terme est populaire selon les années. Là, on voit le graphique en haut. Donc, par exemple, si je cherche pigeon, je vais avoir un graphique des lettres, de la quantité de lettres par année sur les pigeons. Donc, je peux savoir à quel moment ça l'intéresse le plus, à quel moment il en parle le plus. Ce site est incroyable. Et je leur lèguerai tout quand je serai morte, parce que je leur dois beaucoup. Et donc, on a fait un graphique de sa passion où ça démarre genre « Oh non, ça fait chier, je dois élever des pigeons, c'est pas drôle. » Ah, finalement, c'est sympa. Ah, c'est trop génial, j'ai 89 pigeons. Ensuite, je t'invite il invite ses potes à des shows de pigeons. Enfin, il est hyper fan. Après les chats. Voilà. Oh non, mes pigeons ont mangé du sel, ils sont morts, je sais pas pourquoi. Et ensuite, après, c'est « Oh bon, finalement, j'en ai un peu marre. » Ça commence à descendre. Et ensuite, il y a les orchidées qui arrivent. Donc, on peut, oui, voilà. Non, mais c'était pour le travail, du coup. Et il y a un super extrait où il s'infiltre chez les colombophiles et il va décrire aussi les amateurs de pigeons. Et ça, c'est très marrant, la façon dont il décrit les amateurs de pigeons, qui sont des gens bizarres. Merci beaucoup, Camille, déjà, de nous faire rentrer dans l'intimité de Darwin, un peu dans la tienne aussi. Pourquoi tu... Maintenant, mon intimité, c'est Darwin, de toute façon, donc... Et il y a une dernière chose dont tu veux nous parler avant qu'on descende? Est-ce qu'il y a un truc dont j'ai envie de parler? Du coup, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram que j'ai noté là. Si jamais vous voulez vous tenir au courant un peu de ce qui sort. Et sinon, je suis beaucoup sur LinkedIn aussi, si jamais il y a des gens qui n'ont pas Insta. Pour voir aussi les BD que je fais pour la FRM, parce qu'elles sont dispo en entier. C'est des trucs en 18 cases. Et c'est dispo en entier sur Internet. Donc c'est bien, c'est à lire gratos. Et il y en a une super sur des bébés plein de nanoparticules qui est assez cool. Et ça, c'est des trucs qu'on peut voir directement. Je fais aussi des dessins assez régulièrement. Un peu sur les coulisses aussi de mon métier, des fois. J'ai fait un petit dessin sur le Pokédex des journalistes scientifiques. On a des listes de scientifiques par type et puis on essaye de tous les collectionner, quoi. Et on s'échange des scientifiques après, genre moi j'ai un exobiologiste. Est-ce que tu me l'échangerais contre un spécialiste des requins? Et on s'échange des contacts. Donc des fois je fais des trucs sur les coulisses ou un peu le côté avec l'édition, enfin la relation avec les éditeurs et tout. Donc je fais un peu des trucs comme ça. Elle est passionnante. Merci Camille. On peut l'applaudir, je crois vraiment. Merci. Merci à Camille Vambel d'avoir répondu aux questions de Blandine Desjean et partagé avec nous sa passion des sciences, toujours avec humour. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Sciences, le podcast de la médiation scientifique.